Troisième et dernière vidéo sur Steel Pulse, l'héritage d'aujourd'hui et de demain de Steel Pulse. Mais avant, je vais vous parler de... Ça fait un moment que je ne vous ai pas raconté des anecdotes sur Bob Marley. Bob Marley est très d'actualité au Sénégal en ce moment depuis quelques temps, disons depuis 4 mois. On parle beaucoup de Bob Marley, de sa famille, de ses enfants. Et puis beaucoup de personnes, à partir de ces événements récents, ont compris un peu sur Bob Marley. Et les gens s'intéressent à ce qui était Bob Marley, qu'est-ce qu'il a fait. Ils ont essayé de comprendre l'héritage de Bob Marley. Quand les enfants de Bob Marley sont venus au Sénégal récemment, ont rendu visite au Khalife général des Mourides. Mais je vais vous raconter quelques anecdotes sur la vie de Bob Marley. Donc, Bob Marley était en avance sur son époque. Bob Marley avait compris très tôt, grâce au rastafarisme, la colonisation spirituelle et mentale que Babylone avait fait sur les Africains et les Noirs en général. Et Bob Marley, on peut raconter beaucoup de choses, mais je vais choisir un extrait, je vais vous en raconter d'autres dans des vidéos ultérieures. Donc, lors des voyages de Bob Marley à Londres, en Angleterre, où s'est tourné, sur ses différentes tournées en Europe, une fois, lors de ses interviews avec des journalistes européens, notamment des journalistes britanniques, allemands, français, européens, de manière générale, il voulait tout le temps discréditer Bob Marley, il voulait tout le temps discréditer le mouvement rastafarisme. Il cherchait à tout le temps piéger Bob Marley dans des questions, à montrer que c'est des gens c'est des vagabonds, c'est des fumeurs de chanvre indiens, c'est des personnes de rien du tout. Mais Bob Marley, conscient, philosophiquement, qui avait nagé dans les textes de Marcus Garvey et avait lu en profondeur la Bible Rastafari. Et lors de ces interviews, Bob Marley s'exprimait souvent dans le patois jamaïcain. Le patois jamaïcain, c'est de l'anglais mélangé à du créole et à d'autres populations venues d'Afrique. Ils ont créé un dialecte qu'ils appelaient le patois, qu'ils appellent toujours le patois jamaïcain. C'est du créole jamaïcain, aussi appelé patois. Un dialecte dérivé de l'anglais avec des influences africaines. Donc, eux, les Jamaïcains, pour blocage à la colonisation mentale et spirituelle, ils ont même créé leur religion et leur langue à eux. Donc, et lors de cette interview, un journaliste lui a demandé un peu de manière, avec une moquerie ostentatoire. Il lui a demandé moqueusement, pourquoi ne parlez-vous pas l'anglais comme tout le monde? Il demande cette question à Bob Marley. Bob Marley est calmement, philosophiquement, lui répond dans son langage de patois jamaïcain. Il lui dit, c'est difficile de répéter les mots dans l'anglais, mais you can take my language and tell me say it no proper. Because it me a language you afi learn fi understand me, not me fi change if please you. Donc il lui dit, tu ne peux pas prendre ma langue et dire qu'elle n'est pas correcte parce que c'est ma langue. C'est à toi d'apprendre à me connaître, pas à moi de changer pour te plaire. Donc cette réponse était une réponse cinglante, si vous voulez. Bob Marley affirmait sa fierté culturelle et son identité rasta. Il refusait de se plier à l'élite coloniale ou à l'anglais standard que nous, Sénégalais, par exemple, notre plus beau luxe, c'est celui qui parle le français avec prononciation, c'est celui qui est parti aux États-Unis, revenir, parler des mots en anglais, il ne parle plus wolof, il ne parle plus français, mais c'est toujours des mots d'anglais pour te montrer qu'il est américanisé, ou bien que je suis maintenant un français assimilé, je suis un Africain mais qui parle plus le français que le français, ou bien un Sénégalais qui part dans les pays du nord d'Afrique, ou bien en Arabie Saoudite, Qatar, mais qui revient, qui te parle
voilà, qui essaie de te parler, de t'impressionner avec de l'arabe. Mais c'est une faiblesse, c'est une colonisation. Et pourquoi pour Bob Marley, en fait, c'est une barrière à la colonisation qu'il fait quand il parle son dialecte patois jamaïcain. Pour lui, le dialecte patois jamaïcain n'était pas un dialecte inférieur, mais une langue de résistance et d'émancipation. Et pourquoi c'est important? Le langage faisait partie de son combat. Comme sa musique, sa façon de parler était politique. Pour le patois, il se reliait au peuple jamaïcain, aux racines africaines et transmettait un message que Babylone ne pouvait pas toujours décoder facilement. Voici l'extrait dont je voulais vous parler de Bob Marley. Donc, on revient à Steel Pulse. Le groupe Steel Pulse, leur message ne reste pas dans les studios, ils sont dans les écoles, dans les universités, ils font des conférences partout pour parler de race noire, dignité noire, de savoir africain. Steel Pulse croit que le savoir, le fait que les Africains soient instruits et connaisseurs de leur culture, des écrits anciens de leurs aïeux, que ce savoir-là peut leur libérer plus que la haine. Ils militent aussi pour la lutte, la mémoire des luttes noires, l'esclavage, l'apartheid, le colonialisme, le racisme. Et les Africains, il est temps qu'ils exigent justice et réparation. Pas la charité. Nous ne voulons pas de charité, disent les Rasta. Et tout cela, ils le font, Steel Pulse cela fait sans bruit. Pas de starification, pas de pause. Leur musique soigne et leurs actions réparent. Et c'est un slogan fort de Steel Pulse. Donc Steel Pulse aujourd'hui a laissé un héritage vivant pour les générations futures. Plus de 40 ans après leur début, Steel Pulse est plus qu'un groupe, c'est un symbole. Leur musique continue d'inspirer des jeunes du monde entier, des activistes, des artistes et des rêveurs. Ils ont transmis un message clair. La musique est un outil de conscience et de transformation. Leurs chansons résonnent toujours dans la lutte pour l'égalité, la justice et la paix. Dans des festivals reggae, aux manifestations pour les droits civiques, Steel Pulse est une voix incontournable, que ce soit en Occident, dans les pays africains, le tiers-monde. Ils ont prouvé que l'art, la musique, l'art en général, peut être une arme douce, pacifique, mais puissante. Leur héritage s'étend bien au-delà des frontières britanniques ou jamaïcaines. Bien qu'ils soient nés en Jamaïque, en Angleterre, de parents jamaïcains, des Noirs nés en Occident, nés en Angleterre, mais qui n'ont rien perdu de leurs racines africaines, qui n'ont rien perdu de leur foi Rastafari, qui n'ont rien perdu de leur couleur, de leur identité jamaïcaine, de leur identité africaine, de leur identité noire. Leur héritage s'étend au-delà des frontières. Leur message est devenu mondial et universel. Ils sont un lien vibrant entre l'Afrique, la diaspora noire et le monde entier. C'est le premier groupe de reggae d'afro-descendants africains de la Jamaïque nés en Angleterre qui ont formé un groupe de reggae et qui ont pu s'imposer. Et ce n'était pas difficile, un groupe non africain, non jamaïcain, qui fait de la musique reggae né en Occident, c'est rare. Et vous voyez ce qu'ils ont fait. On peut parallèlement parler à cette époque d'un autre groupe, UB40. Mais Steel Pulse a un côté plus jamaïcain, a un plus côté reggae roots, a un côté plus spirituel, sensé vers le rastafarisme, vers Jah. Donc, en grosso modo, je voulais faire cette dernière vidéo de conclusion sur Steel Pulse et parler un peu de Bob Marley. Rest in peace, been a long, Jah Rastafari.